Vous écoutez Panorama de Luxe, nouvel épisode de la nouvelle saison, avec comme invité aujourd'hui un invité prestigieux, Bertrand Burgala, parce que les actualités au niveau de Tricatel se bousculent. Et on va tout de suite commencer, parce qu'on n'a pas plus besoin de présenter le label Tricatel, mais il y a des nouvelles signatures, des nouvelles sorties. Alors il y a eu Léo Blomhoff, avec l'album Blomovino. Alors on va écouter Aspraias do Norte, mais avant qu'on l'écoute, je voudrais que tu nous en parles. Je me permets de te tutoyer parce que nous nous connaissons depuis longtemps. Oui, Léo, c'est un jeune artiste, mais que j'écoute depuis longtemps parce qu'il avait déjà sorti 2 albums sur un autre label, et on l'a d'abord signé en édition. Et puis maintenant, il est aussi sur le label, et je trouve que c'est quelqu'un qui a une qualité d'écriture, une qualité musicale, une sensibilité qui est vraiment exceptionnelle, et on est très très heureux de faire des choses avec lui. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il joue aussi, on a fait un morceau ensemble avec Yuxek et un de ses amis, Bastien Francoulon. Il joue de la guitare sur certains des morceaux que j'ai fait pour la série Ça c'est Paris. Voilà, il est capable de faire beaucoup de choses, et à la fois très bon musicien et avec une grande sensibilité, beaucoup de goût. Et cet album, il est vraiment merveilleux et extrêmement touchant. Voilà, ça me fait. Je suis très fier de ce disque. Alors on va écouter Aspraias do Norte et ensuite nous nous retrouvons. Nas praias do norte, as dunas se erguem. Nas praias do norte, o vento sopra. A água fresca cobre os meus pés. O sol no seu zênite aquece meu coração. Corro sozinho para o vazio, no espaço infinito das marés. Eu agora respiro o ar da liberdade, o iodo, o iodo, o iodo, no espaço infinito das marés. Eu respiro agora o ar da liberdade. Nas praias do norte, as dunas se erguem. Nas praias do norte, o vento sopra. Seu zênite aquece meu coração. Corro sozinho para o vazio, no espaço infinito das marés. Eu agora respiro o ar da liberdade, o iodo, o iodo, o iodo, no espaço infinito das marés. Eu respiro agora o ar da liberdade, o iodo,
Voilà, c'était As Feas de Norte de l'album Blomo Vino. Alors, on peut dire aussi qu'il y a quand même une grande influence brésilienne sur l'album, même si c'est revisité à sa sauce. Ah ben, c'est-à-dire, ce qui est bien, c'est que ça a toujours été important pour nous de non seulement de jamais cacher les influences et les admirations, mais de les mettre en avant. Et là, dans le cas de Léo, il y a vraiment une filiation directe avec la musique brésilienne, avec les grands maîtres les Caetano Veloso, les Chico Buarque et tout ça. Et jusque dans la pochette qui est une référence comme ça. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant. Et Léo ne parle pas portugais et c'est entièrement chanté en portugais du Brésil. Il s'est fait aider, il a beaucoup travaillé. Et c'est justement à la fois un hommage extrêmement respectueux, mais ça n'est pas un pastiche non plus, et c'est ça qui est intéressant. Et quand on l'écoute, effectivement, on a l'impression d'entendre déjà un classique d'une certaine façon. On l'achèterait chez un disquaire et ça nous paraîtrait parfaitement. Enfin, je trouve que c'est parfois les bonnes musiques, elles peuvent être intimidantes, et je trouve qu'il ne se laisse pas intimider parce que il a une qualité d'écriture qui est vraiment exceptionnelle. Très bien. Et alors, c'était pas la seule sortie, puisque peu de temps après est sorti sur l'album intitulé Fine Ending de Rémi Klein, alors une chanson qu'on va écouter très vite, In Intimate Garden. Mais là, je voudrais que tu nous parles aussi de Rémi Klein, qui fait aussi partie un peu de la galaxie des gens que tu connaissais avant de le signer. Oui, ça s'est fait par capillarité. La première chose, il y avait Charles Dolé, qui travaillait chez Tricatel à l'époque. À un moment, je devais faire une radio et Hervé des Dragons pouvait pas venir jouer. Il y a un problème de garde de son fils ce soir-là. Et Charles m'avait dit, j'ai un ami de Toulouse qui est batteur, il est à Paris, il connaît grosso modo il connaît personne, et il joue plus, mais je pense qu'il peut venir jouer. Et donc Bastien Bonnefond arrive à la radio, on n'avait jamais joué ensemble, et tout de suite il joue, je vois qu'il joue superbement, et je me dis il faut qu'on continue à faire des trucs avec ce gars, il est vraiment intéressant. Et il est devenu le batteur de Catastrophe pendant plusieurs années. Et ensuite il nous a dit mais j'ai monté un groupe là, avec des amis, et c'était Lords qu'on a signé. Et puis, au bout d'un moment, il a aussi commencé à faire un disque solo à côté de ce qu'il faisait avec Lords. Et j'ai trouvé ça époustouflant, et notamment, enfin, il y a dans ce disque, à la fois, il y a des trucs très catchy, comme un Intimate Garden, mais il y a des morceaux, il y en a un, par exemple, My New Velvet Shoes, mais c'est du niveau de tout ce que tu peux aimer entre Steely Dan et Brian Wilson. Et il y en a un autre morceau comme ça qui est vraiment wilsonien, mais c'est pas donné à tout le monde de faire des trucs qu'on peut comparer à du Brian Wilson. Et lui, il y arrive très bien. Sans pastiche. Sans pastiche. Et en même temps, il joue. Enfin voilà, il joue avec des claviers avec moi sur scène, mais moi j'ai des canevas qui ont l'air simples mais qui sont parfois un peu tordus, c'est très rare. Lui il arrive à tout s'enplier, mais avec une facilité, enfin il est extrêmement doué. D'ailleurs Bastien et lui c'est vraiment, à la fois c'est des tueurs parce que maintenant ils jouent avec les deux, jouent sur scène avec Clara Luciani, donc ils remplissent des salles énormes, et c'est des tueurs, mais c'est pas tout ce qu'ils font a une âme. Oui, c'est pas des requins, ça. Oui, alors moi j'ai beaucoup de respect pour les requins, mais disons que c'est des gens qui ont vraiment. Je trouve qu'on est à un moment, et en tout cas nous pour le label, qui est assez merveilleux, c'est qu'il y a une génération de musiciens qui sont extrêmement forts techniquement, mais peut-être moins coincés, et même pas du tout coincés, dans les références de spécial musiciens, comme ça pouvait être le cas avant. Quand j'ai commencé le label, les gens qui jouaient, qui avaient une super technique, ils avaient des références de gens qui ont de la super technique. Donc tous les bassistes ne joueraient que par Marcus Miller, etc. Et aujourd'hui, grâce à Internet, des très bons musiciens comme eux,
ils ont écouté des choses beaucoup plus variées et pas uniquement le panthéon des professionnels de la profession, en tout cas des très bons musiciens. Donc je trouve que ça a plus d'âme et c'est formidable. Et c'est pour ça que moi, quand j'avais fini par trouver des musiciens comme les Dragons, on est toujours restés ensemble parce que je me disais c'est formidable d'avoir des gens aussi bons et qui soient aussi déliés, qui soient pas scolaires, etc. Et des gens comme Léo, comme Rémi Klein, ils sont exactement ou comme Bastien Bonnefond, ils sont exactement dans ce cas de figure. Très bien, on va écouter un Intimate Garden et on revient vers l'interview tout de suite après. Voilà, donc c'était l'extrait de l'album de Rémi Klein, qui est toute nouvelle sortie. Du coup, là, il y a eu une période un peu avec le label de celui, où il y avait un peu d'attente, et puis d'un seul coup, il y a eu deux grosses sorties, l'une après l'autre. Oui, en moins d'un an, on va sortir 4 albums, ce qui est très rare pour nous, parce que on essaie justement d'éviter, on essaie de sortir le moins possible de disques en fait, et parce qu'on veut pas rentrer dans ce truc qui peut piéger les labels artisanaux comme nous, c'est de sortir un disque pour payer les dettes du précédent, et ça c'est la voie directe vers le règlement judiciaire. Donc on sort peu de disques, ce qui m'ennuie parce que je passe ma vie à refuser des projets intéressants. Il y a pas une semaine sans que j'écoute et que je sois sollicité pour un projet que j'adorerais sortir, mais ça serait pas raisonnable de le faire parce que on est dans une économie extrêmement précaire et on gagnerait, pour nous c'est déjà une victoire que les disques qu'on sort sortent, mais après c'est beaucoup d'investissement et avec des gains qui restent très hypothétiques. Alors justement, on va écouter un morceau de Sound of Music, qui était le premier album sorti déjà il y a pas mal d'années, mais qui était réédité. Et juste avant de l'écouter, je voulais justement voir comment tu pouvais faire un peu le bilan de l'industrie musicale à l'époque de Sound of Music quand il est sorti jusqu'à aujourd'hui. Pour être plus précis, parce que sinon c'est peut-être la question est peut-être un peu trop générale. C'est sur les supports physiques, supports numériques. Est-ce qu'il y a encore une économie fiable ou ça reste très, comme tu disais, très tendu? Écoute, je trouve que
Ça n'a jamais été facile de sortir des disques. Ceux qui racontent le contraire mentent ou alors ils ont été très privilégiés. Ça n'est toujours pas donc facile aujourd'hui, mais pour des raisons très différentes. Quand j'ai monté le label il y a 30 ans, ce qui était difficile, ce qui coûtait cher, c'était d'enregistrer, d'acheter du matériel, de trouver un label ou une distribution, de presser des disques. Toute cette économie coûtait extrêmement cher. Mais aujourd'hui, tout ça ne coûte plus rien. Tu peux avoir 1 milliard d'écoutes avec un truc fait sur un ordinateur pourri. Et tu peux en avoir 30 en ayant passé des mois sur un morceau. Donc, des problèmes d'aujourd'hui sont totalement inverses à ceux d'il y a 30 ans. C'est pour ça que ça sert à rien de calquer les difficultés d'il y a 30 ans. Les problèmes d'aujourd'hui, c'est que on est pris en étau entre des centaines de milliers de morceaux quasi quotidiens, et bientôt ça sera peut-être à la seconde, qui déferlent sur les plateformes, et donc qui noient tout ce qu'on peut sortir, et ce que la plupart des gens sortent. Et ensuite l'entonnoir, au bout de l'entonnoir, il y a quoi? Il y a des playlists, il y a le marketing, les playlists Spotify, et si on n'est pas qui elles répètent le monde d'avant, c'est-à-dire les playlists des FM, c'est les techniques des FM, ou les mises en avant des hypermarchés avec les fessines et les têtes de gondole. Donc nous, on a du mal à exister dans cette économie-là. En même temps, on a tellement l'habitude de faire des disques dans une semi-indifférence, en tout cas avec beaucoup de difficultés, on se débrouille parfois avec d'autres sources de rentrée d'argent, avec des commandes, avec des choses, mais c'est vrai que les statistiques sont trompeuses, et en même temps on n'a pas d'autre choix, c'est-à-dire que le streaming, c'était probablement la seule réponse qu'on pouvait avoir à la gratuité du numérique. Après, je suis toujours un peu inquiet quand je vois que la musique emprunte ouvertement maintenant le chemin du cinéma, c'est-à-dire on va appliquer à la musique en France le merveilleux modèle du cinéma français que le monde entier nous envie, et je trouve que c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'en statistique ça veut dire, par exemple dans le cas du cinéma, qu'on sort X centaines de films par an, mais il y a toujours un danger après d'une culture officielle, et qu'un bon producteur soit pas quelqu'un qui sort des bons disques ou qui fait des succès, mais quelqu'un qui sait sonner aux bonnes portes, qui a le bon relationnel. Et je méprise pas ça, parce que de tout temps, un bon producteur, il doit savoir faire ça, et c'est peut-être pour ça que je suis pas un bon producteur. Pas toujours, en tout cas. Et donc il y a un danger comme ça d'une culture un peu de connivence. Donc ça peut être fatigant. Et après, donc il y a tellement de gens qui sortent des choses, et c'est formidable en même temps. On va pas dire toi t'as le droit de sortir des disques et toi t'as pas le droit. Donc il y a une démocratisation, mais on est face à des problèmes qui arrivent avec l'intelligence artificielle générative, qui va juste amplifier le pire qui existe déjà, parce que de la musique moyenne, il y en a déjà beaucoup. Donc évidemment, cette moyennisation va se poursuivre, mais il y a plein d'autres pièges aujourd'hui autour de la musique, et en même temps, voilà, moi j'ai toujours aimé faire de la musique, et je l'ai fait parfois même avec face à beaucoup d'hostilité, et ça enfin voilà, on a le cuir tanné, on va dire. Et alors, on va écouter Kim, et on revient ensuite pour clore le podcast avec une dernière question.
Donc c'était Kim, et justement j'avais pour rebondir à ce que tu disais, est-ce qu'aujourd'hui encore il est encore possible dans la pop musique d'avoir une chanson qui fédère tout le monde, dans le sens où aujourd'hui on est passé à des tas de niches, d'algorithmes où chaque individu, selon ses goûts, selon ses recherches, est-ce qu'on peut réussir encore, tu penses aujourd'hui, je ne parle pas uniquement de Tricatel, mais dans l'absolu, à avoir un tube qui soit un tube que tout le monde connaisse est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ça arrive encore, mais c'est très rare. Mais le premier qui me viendrait comme ça à l'esprit, le dernier que j'ai vu un peu comme ça, on peut dire le Happy de Pharrell Williams, quand même. Oui, qui est passé que tout le monde connaissait. Ouais, et qui est une belle chanson. Mais que c'est un truc qui n'a pas marché au début. C'était la musique d'un Moi moche et méchant 3 ou un truc comme ça. Mais à un moment, ça a démarré, et il y a des choses comme ça. Mais après, effectivement, oui, c'est très rare, et moi c'est je trouve que quand on fait un morceau, on aimerait qu'il touche d'autres personnes, mais c'est vrai que quand on voit les statistiques aujourd'hui, elles sont pas encourageantes, parce que même la plupart des vedettes mondiales aujourd'hui, la plupart des gens ont jamais entendu leur chanson. Il y a même Taylor Swift, il y a très peu de personnes qui peuvent te chantonner une chanson de Taylor Swift. Pourtant ils la connaissent. Et c'est comme ça un peu pour tout. Après, on a toujours peur de répéter la même défiance qu'avaient nos parents vis-à-vis de la pop. Donc on se dit, tout le monde est prudent, parce qu'on dit, quand même tous ces nouveaux groupes de rap, ça a l'air atroce. On dirait un mélange de zouk et de comptines pour enfants. Et en même temps, quand on dit ça, est-ce qu'on n'est pas comme nos parents quand ils trouvaient que les Beatles c'était nul? Donc tout le monde est très prudent, les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent sur ces choses-là. Mais en tout cas, si on n'y est pas sensible, il ne faut pas avoir honte de le dire. Je me souviens, pendant longtemps, Kanye West, c'était très intéressant, parce que ça se voyait que ce type était un abruti. Mais quand on disait ça, les gens disaient, ah non, mais c'est un génie. Ah bon? Et je me disais, mais c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes bien de lui comme chanson? Tous les gens qui disent c'est un génie. Et là, en général, c'est le trou noir. Et dans le meilleur des cas, on se rendait compte que ce qu'ils aimaient bien, c'était le sample de Curtis Mayfield ou d'un autre. Mais donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, qui fait que je pense qu'il y a beaucoup d'insincérité quand même, parfois. En tout cas, chez les gens de notre génération, quand ils se raccrochent, quand ils veulent être positifs. Et je trouve que il faut pas être négatif, parce que je trouve qu'en plus vraiment on est dans une époque où il y a un renouveau musical extraordinaire, mais absolument pas dans le rock et la pop qui sont consternants dans leur ensemble, mais ça vient beaucoup plus du jazz, et un jazz qui est pas un jazz de jazzeux. Je pense à des gens comme Louis Cole qui a fait des trucs remarquables, mais le reste, oui, c'est pas très intéressant, mais je trouve que c'est aussi une des choses qui donne envie de faire des choses. Si on trouve que tout est génial, on n'a pas besoin de s'emmerder à faire des disques, on les écoute. Il faut être un peu prétentieux, il faut se dire, j'aimerais faire ça parce que j'ai l'impression que personne ne fait, même si c'est faux. Mais autrement, si on est juste content, si on dit, tout ce qui sort actuellement c'est super et puis je ferai pas mieux, on continue d'écouter, on consomme. Ça semble une bonne conclusion. On se retrouvera de toute façon bientôt pour un prochain épisode de Panorama de Luxe. Je te remercie d'avoir passé du temps avec... Merci, cher Jean-Emmanuel. C'est toujours une joie de parler avec toi, et tu sais que je t'apprécie beaucoup, et tu es une des personnes comme ça, une de ces personnes rares qui sont des évangélisateurs sur la musique et sur qui essaient de faire passer des choses, et vraiment j'ai beaucoup d'affection pour toi. Merci infiniment, et puis à très bientôt.